Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et il est temps de voyager dans un endroit où beaucoup d'entre nous ne vont jamais, surtout du point de vue de l'investissement, mais où nous devrions aller plus souvent. Je ne vais pas vous dire s'il est notre préféré, je vais plutôt vous donner le nom que je lui donne et vous saurez alors où il se situe dans mon estime. Nous l'appelons Phil the Thrill. Il s'agit de Phil Langham, responsable des actions des marchés émergents chez RBC Gestion mondiale d'actifs. Phil, bonne année. Je suis ravi de vous voir. Vous avez l'air en pleine forme. Vous avez passé une excellente année. Y a-t-il quelqu'un qui passe un meilleur moment que vous en ce moment, Phil? Je ne peux pas me plaindre. L'année a été très bonne pour les marchés émergents. Dans l'ensemble, les marchés émergents ont progressé de 35% en dollars américains et ont largement surpassé les marchés développés. Donc oui, je suis vraiment très heureux en ce moment. Et je suis heureux parce que ma femme, qui investit avec vous, regardait son portefeuille et elle avait un grand sourire aux lèvres. Un grand sourire alors qu'elle était en ma compagnie. Ça, c'est inhabituel. Vous devez faire quelque chose de bien. Quand vous repensez à 2025, Phil, qu'est-ce qui a motivé les excellents rendements des marchés émergents? Je dirais que c'est une combinaison de l'expansion des multiples et de la croissance des bénéfices. Les valorisations sur les marchés émergents étaient extrêmement bon marché. Nous avions vu les marchés émergents sous-performer pendant plusieurs années. Et au cours des 2 ou 3 dernières années, nous avons commencé à voir des bénéfices bien meilleurs grâce à la croissance provenant des marchés émergents. Ce que je dirais, c'est que si vous regardez la performance des marchés émergents par rapport aux marchés développés, historiquement, elle a tendance à se produire selon des cycles très longs, généralement des cycles de 8 à 12 ans. Nous venons de traverser une très longue période de sous-performance des marchés émergents et même si l'année dernière semble extrêmement solide, si l'on examine les performances sur une période plus longue, il s'agit en réalité d'un simple rebond. Mais si l'on se base sur l'histoire des marchés émergents, on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de potentiel à la hausse à l'avenir. C'était un point très important à ajouter. Et quel a été le point de départ? Il y a 18 mois, Phil, ou presque 2 ans, quand avez-vous constaté la transition entre la performance relative des marchés émergents qui a dépassé celle des États-Unis? Serait-ce le moment clé? Je ne dirais pas 18 mois. Nous avons vu le marché américain atteindre un pic en pourcentage de la capitalisation boursière mondiale en décembre 2024 avec environ 67%. Il est actuellement à environ 64%. Et si vous regardez, il y a 12 ans, il représentait environ 40% de la capitalisation boursière mondiale. Depuis lors, nous avons vu les marchés non américains, et en particulier les marchés émergents, commencer à se démarquer en termes de performance globale. Oui, et cela fait donc un peu plus d'un an que cette meilleure performance relative se manifeste. Et encore une fois, lorsque ces tendances s'inversent, elles ont tendance à se maintenir, comme vous l'avez mentionné, pendant une longue période. Cela ne signifie pas pour autant que chaque année, pendant cette longue période, les marchés émergents feront mieux que les États-Unis ou que le Canada, mais ce sera une tendance à long terme. Vous êtes donc passé de 40% à 66% pour les marchés américains par rapport aux marchés mondiaux. Et maintenant, vous commencez à voir les États-Unis redescendre. Et encore une fois, à long terme, on peut s'attendre à ce que cela se normalise pour revenir à sa tendance à long terme qui serait d'environ 50%, n'est-ce pas? Oui, je dirais à partir de 40%. Et je pense que 67% de la capitalisation boursière mondiale, de toute façon, dans un seul marché, c'est extrêmement élevé.
Les valorisations aux États-Unis semblent toujours très élevées historiquement. Une autre façon de voir les choses est que la plupart des investisseurs ont tendance à placer environ 5% ou 10% au maximum de leurs actifs sur les marchés émergents. Or, les marchés émergents représentent globalement environ 50% du PIB mondial, 70% de la croissance du PIB mondial et 80% de la population mondiale. Dans l'ensemble, les investissements sur les marchés émergents sont donc relativement faibles par rapport à la taille de ces marchés. Si nous nous projetons en 2025 et que vous dites qu'il s'agit d'une expansion de multiples et d'une croissance des bénéfices, y a-t-il des zones géographiques ou des secteurs des marchés émergents qui se sont démarqués particulièrement en 2025? La reprise a été très généralisée, je dirais. Comme sur les marchés développés, le secteur des technologies de l'information a été le moteur de la reprise, mais je dirais que sa performance n'a pas été aussi spectaculaire que dans les pays développés. Si l'on examine les valorisations dans le secteur des technologies de l'information, elles sont certes élevées sur les marchés émergents, mais loin d'être extrêmes et bien inférieures à celles des marchés développés. Nous avons également constaté une relative vigueur des secteurs nationaux. Il s'agit notamment des secteurs financiers, de la consommation. À nos yeux, ces secteurs semblent en effet très attractifs pour l'avenir. Nous avons également commencé à observer une bonne performance de certains secteurs liés aux matières premières vers la fin de l'année, moins dans le domaine de l'énergie que dans celui des matériaux. Et du point de vue des pays, la Chine a été assez faible jusqu'aux 18 derniers mois, au cours des dernières années. Mais la Chine a entamé une période de performance beaucoup plus solide. Nous avons également constaté que les autres marchés d'Asie du Nord, à savoir la Corée et Taïwan, étaient relativement solides. Dans l'ensemble, nous avons observé une vigueur généralisée, je dirais. L'Inde est un marché qui a été en retard l'année dernière, mais qui s'était montré très solide sur le long terme. En réalité, le principal problème en Inde est la valorisation. L'Inde avait enregistré de très bons résultats pendant les 3 ou 4 années précédant l'année dernière. Nous continuons de penser que l'Inde présente une croissance structurelle très forte et qu'elle est susceptible d'être le marché émergent qui connaîtra la croissance la plus rapide. Elle compte de nombreuses entreprises de premier plan. La pénétration en Inde dans un grand nombre de domaines est encore faible et continue de progresser. L'urbanisation se poursuit, les perspectives démographiques restent très solides. Nous sommes donc optimistes à long terme pour l'Inde. Nous avons légèrement sous-pondéré ce marché, mais nous examinons actuellement certains actifs de plus en plus attractifs en Inde et nous devrions augmenter notre pondération dans ce pays au cours des prochains mois. Oui, et cela nous amène à 2026. L'Inde est donc un domaine qui, après une année relativement faible en raison de sa valorisation, une année de stagnation, devient plus attractif à l'approche de 2026. Y a-t-il d'autres éléments que vous envisagez pour 2026, que ce soit sur le plan géographique ou dans certains secteurs économiques qui vous semblent particulièrement intéressants? Y a-t-il des domaines de votre portefeuille dans lesquels vous envisagez une surpondération au cours de l'année? Je dirais, d'un point de vue sectoriel, nous avons toujours apprécié les secteurs nationaux, tels que la consommation et la finance, mais nous en sommes encore plus convaincus aujourd'hui. Je pense qu'avec le régime tarifaire en vigueur, les pays émergents se concentrent beaucoup plus sur la demande intérieure. Nous estimons que les valorisations dans ces domaines sont très bonnes
Les taux d'intérêt devraient baisser, ce qui soutiendra à nouveau la demande intérieure. Je dirais que nous avons quelques inquiétudes concernant certains autres domaines qui ont bien performé, en particulier les technologies de l'information. Nous pensons qu'au cours des 2 prochaines années, les investisseurs sont susceptibles de s'interroger de plus en plus sur les énormes dépenses d'investissement consacrées à l'intelligence artificielle et sur leur rendement. Pour l'instant, nous n'avons pas encore constaté de concurrence accrue ni d'augmentation de l'endettement, les valorisations dans ces secteurs étant très élevées. À l'heure actuelle, les entreprises des marchés émergents ont largement profité de ces secteurs en jouant essentiellement le rôle de pioche et pelle, c'est-à-dire en tant que leader du secteur des semi-conducteurs. Mais il est certain que si nous assistions à une correction des valeurs technologiques, en particulier celles liées à l'IA, les entreprises technologiques des marchés émergents n'y échapperaient pas. Oui, je voudrais parler d'un domaine que vous appréciez, comme vous l'avez déjà mentionné, à savoir le secteur financier. Comme vous le dites, celui-ci est davantage axé sur le marché intérieur. Les Canadiens connaissent très bien le système bancaire canadien, comme la plupart des gens connaissent leur propre système bancaire national, et on a tendance à penser que le reste du monde fonctionne de la même manière. Si vous vous rendez dans le centre-ville de n'importe quelle ville canadienne, vous ouvrez une banque à chaque coin de rue, il y a de nombreuses succursales partout. Il existe un petit nombre de banques très prospères, mais aussi d'autres options, notamment certaines options émergentes en ligne. Cependant, tout le monde possède un compte bancaire. La culture bancaire est très forte dans ce pays. Les gens font confiance aux banques, comptent sur elles et ont certaines attentes quant à ce qu'ils peuvent en retirer. Mais si je me rends dans un pays émergent, disons au Bangladesh ou au Pérou, qu'est-ce que j'y verrais de différent dans la culture bancaire par rapport à ce que je verrais au Royaume-Uni, où vous habitez, ou au Canada, où vivent la plupart de nos auditeurs? Eh bien, je dirais que dans des pays comme le Bangladesh ou le Pérou, la différence la plus notable est que la pénétration du crédit est beaucoup plus faible que dans les pays développés. Au Pérou, par exemple, la pénétration du crédit représente environ 20% du PIB. Elle serait 4 ou 5 fois plus élevée dans les pays développés. Si l'on considère les prêts hypothécaires en pourcentage du PIB, dans un pays comme l'Inde, ils représentent environ 9%. Ils représentent 25% dans la plupart des pays émergents et 80 à 100% dans la plupart des marchés développés. La pénétration du crédit sera la différence la plus marquante. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est le cas au Canada, mais ce n'est certainement pas le cas dans de nombreux marchés développés. Cependant, nous constatons dans les marchés émergents que les meilleures banques sont vraiment capables de maintenir leur avantage concurrentiel sur de longues périodes. Et nous avons découvert qu'il existe peut-être 2 facteurs clés qui déterminent réellement cet avantage concurrentiel. Le premier est la franchise de dépôt. Dans quelle mesure avez-vous accès, en tant que banque, à des dépôts à faible coût? Les banques qui y ont le plus accès ont tendance à connaître un succès exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose qui permet facilement aux autres banques de gagner des parts de marché. L'autre élément qui nous semble important est la gestion, qui doit être prudente et axée sur la qualité du crédit. Là encore, cela fait généralement partie de la culture des banques. Les banques, les dirigeants et les propriétaires qui se concentrent vraiment sur cet aspect à long terme ont tendance à mieux réussir. Nous avons donc constaté que les meilleures banques des marchés émergents sont capables de générer le rendement des actifs le plus élevé sur de très longues périodes. Oui, et je dois dire que les auditeurs pourraient penser que je suis manifestement partial,
car je travaille dans une banque depuis 34 ans. Donc, quand je dis que les banques sont appréciées et inspirent confiance, je montre peut-être mon parti pris, mais à tout le moins, il y a une stabilité et une puissance dans la perception de cette institution particulière qui, comme vous le dites, attire des actifs afin qu'ils puissent être prêtés, ce qui est le principe de base du secteur bancaire. Et ce qui est passionnant quand on parle de ces autres pays, et si l'on se place du point de vue du secteur bancaire canadien, c'est ce manque de pénétration. À mesure que ces pays continuent à émerger, et vous passez du temps comme vous le faites dans les pays émergents, vous voyagez dans les pays émergents depuis quoi, Phil? 30 ans? 33 ans. 33 ans. Alors, quand vous allez dans n'importe quel pays, par exemple au Vietnam, aujourd'hui par rapport au Vietnam d'il y a 30 ans, il y a une différence notable en termes d'infrastructure, de modernisation, et si vous appliquez ces mêmes éléments aux services financiers, c'est là que vous pouvez vous enthousiasmer pour le secteur financier dans les marchés émergents. Oui, je dirais que le secteur financier dans les marchés émergents est encore un secteur en pleine croissance. La pénétration continue d'augmenter. Il est clair que ce secteur est beaucoup plus mature dans les pays développés où l'on assiste aussi à la fermeture de succursales et à la concurrence en ligne. Ce n'est pas le cas dans les marchés émergents. Phil, l'une des préoccupations dont les investisseurs me font part lorsqu'ils envisagent d'investir dans les marchés émergents et dont nous avons peut-être eu un aperçu ici, concerne la stabilité politique ou l'influence de la géopolitique sur les petites économies, les petits marchés. L'opération des États-Unis au Venezuela, par exemple, illustre bien le risque perçu par les Canadiens d'investir dans les marchés émergents. Lorsque vous réfléchissez aux entreprises dans lesquelles vous investissez ou aux pays dans lesquels vous vous implantez, est-ce un élément que vous prenez en considération? Évidemment, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez prédire avec certitude, mais est-ce un élément dont vous tenez compte, la situation politique et les problèmes potentiels qui pourraient découler? Oui, absolument. Le meilleur exemple pour nous serait la Russie. Nous n'avions rien du tout en Russie avant la crise russo-ukrainienne. Évidemment, nous n'avions pas prévu que la Russie envahirait l'Ukraine, mais nous avions conscience du risque politique très élevé en Russie sous Poutine. Le fait que la référence de l'or en Russie puisse être modifiée, le fait que Poutine ait eu une telle influence. Mais malgré le fait que la Russie représentait une part importante de l'indice global, nous n'avions toujours aucune pondération pour la Russie, et cela depuis plusieurs années. C'est donc quelque chose auquel nous réfléchissons et que nous considérons comme très important. Je dirais également que tout aussi important, voire plus important pour nous en termes d'analyse globale des pays, est l'analyse des entreprises et de leur gestion. Nous consacrons beaucoup de temps à la gouvernance d'entreprise. Pour nous, c'est un élément absolument essentiel dans le choix des entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous voulons la meilleure gouvernance d'entreprise possible, une direction en qui nous pouvons avoir confiance, des propriétaires en qui nous pouvons avoir confiance, et nous n'investirons pas l'argent de nos clients dans des entreprises où nous estimons que ce n'est pas le cas. Oui, et c'est quelque chose que l'on recherche également sur les marchés développés, car les entreprises qui ont une bonne gouvernance traitent bien leurs employés et leurs clients. Le respect de l'environnement est un autre aspect qui pourrait surprendre les gens, mais cela doit être encore plus important sur les marchés émergents, car l'écart entre les meilleurs et les pires est probablement plus grand que ce que l'on observe sur les marchés développés. Tout à fait. Les gens s'y intéressent davantage depuis quelques années, mais pour nous, c'est une question qui a joué un rôle absolument déterminant depuis que nous avons lancé notre stratégie il y a 16 ans.
Et vous avez raison, c'est important, quelle que soit l'entreprise que vous examinez, mais c'est particulièrement important sur les marchés émergents. Est-ce vraiment la clé de votre succès ou est-ce le fait que vous et votre équipe prenez l'avion et voyagez partout pour aller voir les entreprises? Non seulement lire des articles sur leur qualité, mais aussi aller les rencontrer, les observer et acquérir une expérience approfondie. À quoi attribuez-vous le succès que vous avez connu sur les marchés émergents pendant une longue période, Phil? Ouais, vous avez raison en termes de philosophie. Nous passons beaucoup de temps avec la direction, les propriétaires et les personnes en qui nous avons confiance. Et je dirais qu'en général, les recherches que nous menons en équipe, c'est-à-dire les recherches sur le terrain, mais aussi les nombreux rapports descendants que nous rédigeons d'un point de vue sectoriel et thématique, ainsi que le travail minutieux que nous effectuons en rencontrant des entreprises, différents niveaux de direction et des experts du secteur. Pour nous, la recherche est donc absolument cruciale et en matière de recherche, nous ne faisons aucun compromis. Oui. Et si les auditeurs se demandent pourquoi j'ai évoqué la situation relative du secteur bancaire au Canada par rapport au Bangladesh et au Pérou, c'est parce que je savais que Phil connaîtrait d'emblée le taux de pénétration du crédit dans ces pays, ce qui témoigne de la profondeur des connaissances dont vous avez besoin vraiment pour investir avec succès dans ces régions, car les opportunités y sont nombreuses. Il y en a aussi sur les marchés développés, direz-vous, mais il y a toujours des zones à risque, peut-être un peu plus dans les marchés émergents que dans les marchés développés. Cette expertise et ces connaissances au niveau local sont donc vraiment importantes pour assurer le succès durable des investissements dans les marchés émergents. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que nous faisons en tant qu'équipe depuis 16 ans, comme vous l'avez mentionné. Je le fais personnellement depuis 30 ans. Quand j'ai commencé à m'intéresser au marché émergent, il s'agissait d'une catégorie d'actifs très restreinte. J'ai vu des changements très importants au cours des 3 dernières décennies. Ouais, c'est vraiment incroyable. Nous sommes sur YouTube, Phil, donc ils peuvent nous voir en vidéo et nous avons aussi une version audio. Au fait, abonnez-vous et suivez-nous sur YouTube, donnez-nous une note de 5 étoiles, car Phil est sans aucun doute un gestionnaire de placement 5 étoiles. Mais vous constatez sa modestie, il est tellement modeste face au succès que lui et son équipe ont rencontré, et je sais que vous attribuez tout cela non seulement à vous-même, mais aussi à toute l'équipe avec laquelle vous travaillez. Nous avons également reçu Laurence, votre collègue, sur ce plateau, et c'est pourquoi ses nombreux fans en interne l'appellent The Thrill. Je sais que cela vous fait rougir. Mais Phil, félicitations. Je sais que même relativement, vous avez très bien réussi pendant toutes les années difficiles pour les marchés émergents dans leur ensemble. Mais c'est beaucoup plus agréable quand le vent souffle dans vos voiles plutôt que dans votre visage. Oui, tout à fait. J'espère que cela continuera. Super. Eh bien, Phil, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et encore une fois, c'est un autre exemple qui montre que lorsque nous passons en revue tous ces différents marchés, que nous regardons en arrière vers 2025 et que nous nous tournons vers 2026, il faut diversifier et ne pas rester bloqué dans l'idée que simplement parce que quelque chose a sous-performé l'année dernière, cela ne peut pas bien se passer l'année suivante. Si vous aviez pensé uniquement de cette façon, surpondérer les États-Unis et ignorer les marchés émergents l'année dernière, vous auriez fait exactement le mauvais choix. Mais lorsque vous vous lancez sur les marchés émergents, il est bon d'avoir un guide comme Phil qui connaît bien le terrain. Je suis donc ravi que vous preniez soin de ma femme et probablement bien mieux que je ne le fais. Merci Dave. Merci Phil. À bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier.
Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.